le chef, c'est celui qui commande, c'est celui qui donne l'exemple, c'est celui qui s'assure que les ordres soient exécutés. Un chef, une mission, des moyens, on n'a jamais fait aussi bien pour faire avancer un dossier. Est-ce que ce sont les forces profondes qui mènent le monde ou au contraire les grands hommes qui font les hasards de l'histoire? Je pense que notre époque souffre beaucoup d'une culture du management où le tableur Excel et le PowerPoint remplacent le leadership et la responsabilité. La seule chose qui manque, je trouve, dans la ration de combat, c'est de ne pas avoir de pain frais et le petit biscuit. Ça, c'est très français. Ça, c'est très français, j'assume. Mon expérience militaire m'a servi dans ma vie civile. Quand je suis élu président de mon département, je me suis rappelé de mon pacha, de mon chasseur de mines, qui, me voyant arriver, officier d'état-major parisien, donc avec de camp, me dit avec beaucoup de sang-froid, « Midship, je vous préviens, tout le monde vous déteste sur le bateau, donc il faut d'abord que vous montriez ce que vous voulez, et une semaine avec le chef machine, là vous verrez ce que c'est qu'un chasseur de mines. » Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la chaîne Guerre et Littérature. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec Monsieur le député Jean-Louis Thiriot. Bonsoir Monsieur le député. Bonsoir. Je rappelle que cette chaîne est apolitique, non pas dans le sens où elle ne reçoit aucun homme politique, mais dans le sens où elle reçoit au contraire tous les hommes politiques, que vous soyez de droite ou de gauche. À partir du moment où vous avez quelque chose à dire sur la littérature de guerre, vous êtes les bienvenus sur la chaîne à en discuter autour d'un verre de whisky. Et c'est justement pour parler de littérature de guerre que nous entretenons ce soir, Monsieur le député, puisque vous avez écrit un livre sur le général de Castelnau, en plus d'avoir été ancien ministre délégué aux armées. Dans le gouvernement de Michel Marnier. Et avant de commencer cet entretien, Monsieur le député, la question traditionnelle, quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le dernier livre touchant à la chose militaire est la relecture, ça n'est pas une lecture, mais une relecture de Guerre et paix de Tolstoï. Excellent. Où on connaît, on le voit comme un écrivain de la grande culture européenne. En fait, vous avez sa description de la bataille d'Austerlitz, sa description de la bataille de la Moskova. L'expression vécue du brouillard de la guerre, c'est absolument extraordinaire. Quand vous voulez comprendre ce que c'est que le combat terrestre, et finalement il n'a pas beaucoup changé, où vous ne comprenez pas en temps réel exactement ce qui se passe, et la première question que vous vous posez, c'est « Où sont mes hommes ?» Eh bien, vous vous en rendez compte au quotidien, c'est magnifique, et avec la plume de Tolstoï en plus, je l'avais lu quand j'étais en classe préparatoire, donc ça remonte très longtemps, enfin j'en avais lu des extraits, pour être tout à fait honnête, là ça m'a permis de le lire du début à la fin, et un jour, il faudrait que quelqu'un écrive un livre sur Tolstoï et la littérature de guerre. C'est éclairant pour l'explication des campagnes napoléoniennes. Ah bah vous m'avez donné envie de le relire, parce que le souvenir que j'en avais, c'est qu'il enlevait un peu de crédit à Napoléon en disant que c'était beaucoup la faute du brouillard, si les Français avaient gagné à Austerlitz. J'avais l'impression qu'il y a une petite pointe de mauvaise foi russe là-dessus. Pas vis-à-vis de Napoléon en général, vis-à-vis des chefs militaires dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu de l'existence du brouillard de la guerre au sens clausewitzien et d'une explication finalement quasiment mécanique de l'histoire, mais il fait des reproches à Napoléon, il fait aussi des reproches à Koutouzov. C'est-à-dire qu'il explique presque que la politique de la terre brûlée qui a permis à la Russie de perdre, on va dire, la grande armée dans la steppe russe, eh bien que c'était presque les circonstances qui l'avaient dicté à Koutouzov. Et c'est très intéressant parce que il y a chez Tolstoï cette vision mécaniciste de l'histoire qu'ont repris les marxistes après, et en particulier les non-soviétiques, avec un doute très important sur le rôle des grands hommes. Et finalement, Tolstoï balaye un peu le rôle des grands hommes, alors que ce soit Napoléon, que ce soit Koutouzov côté russe. Excellent. Alors, je pense qu'il y aura un sujet d'interview complet à faire dessus. On pourrait discuter, est-ce que ce sont les forces profondes qui mènent le monde, ou au contraire les grands hommes qui font les hasards de l'histoire. Mais on va plutôt revenir, puisque ce n'est pas le thème de l'interview ce soir, même si j'aurais adoré, on va plutôt revenir déjà pour commencer sur votre parcours, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion de la littérature de guerre en particulier ? Mon itinéraire, il est très simple et extrêmement classique. Mon intérêt pour la défense, c'est une tradition familiale. J'ai un grand-père qui était officier de cavalerie. Dans ma famille, on ne concevait pas d'être un homme autrement qu'en portant l'épaulette. C'était une évidence, et quand j'étais à Sciences Po et quand je voyais tous mes camarades faire des volontariats service national économique,
j'ai choisi évidemment de faire mon service militaire comme officier. Après mon cursus en quelques mots, littéraire, donc Hippocagne, Cagne, admissible à Normale Sup, histoire que j'ai poursuivi jusqu'au DEA, Sciences Po Paris, avocat pendant 20 ans, avant de devenir député. Sur mes activités militaires, donc j'ai fait, et ça a été mon acte de rébellion de jeunesse, j'étais d'une famille de terriens, j'étais d'une famille de cavaliers, et j'ai choisi de servir dans la marine. Excellent. Parce que c'était un univers que je ne connaissais pas. Il n'y a aucun marin dans la famille. Je ne le regrette absolument pas. Ça a été absolument passionnant. J'ai continué à faire un peu de réserve opérationnelle derrière, et puis j'ai été obligé d'arrêter quand j'ai été élu maire de ma commune. Mais je suis toujours sur le fil entre le bonheur d'avoir servi dans la marine et un goût profond pour les valeurs de l'armée de terre. Je pense à la fraternité d'armes, je pense à finalement ce qui tient les hommes ensemble, c'est la section, c'est la compagnie. J'ai eu la chance, après avoir été aide de camp pendant quelques mois, de servir sur un petit bateau qui était un chasseur de mines, un équipage de 40 personnes, 4 officiers, et ça veut dire que l'esprit d'équipe, la fraternité d'armes, on le ressent, parce que même quand un matelot fait une bêtise, très très vite, c'est tout le bateau qui souffre. C'est probablement moins vrai dans un beaucoup plus gros bâtiment. Donc, s'agissant de ma carrière politique même, elle représente vraiment la carrière la plus classique possible. Maire du petit village où j'ai mes racines en Seine-et-Marne, conseiller départemental, vice-président du département, président du département, député, où tout de suite je choisis la commission défense parce que je ne concevais pas de servir ailleurs, vice-président de la commission défense, ministre délégué aux armées, donc dans le gouvernement Barnier, en charge de 3 sujets, donc le volet anciens combattants, le volet relations multilatérales européennes et le suivi d'un certain nombre de pays du Florès de l'Europe. J'ai cru comprendre que vous aviez également des racines dans les Vosges. Absolument. Ma famille, à l'origine, était une famille de la région d'Épinal, de l'industrie du textile, et à la suite d'un veuvage dans les années 1880, l'usine avait été vendue, et c'est comme ça que la famille s'est installée en Seine-et-Marne, où on a notre propriété. Alors c'est amusant parce que j'ai vu qu'il y avait une tradition qu'il y avait beaucoup de Lorrains dans la marine nationale, ce qui peut paraître un peu paradoxal parce que la Lorraine n'est pas connue pour ses jolis ports de pêche, mais peut-être le besoin d'aller voir la mer. Je sais que par exemple le constructeur de la flotte de guerre japonaise au 19e siècle venait de Lorraine notamment. Il était un ingénieur naval lorrain. Alors vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Je l'ignorais, moi j'ai pas eu beaucoup de Lorrains dans mes différents embarquements. C'était quand même assez largement des Bretons, j'imagine. Littoral en tout cas, ça peut être breton ou tout. Naturellement. Et donc ça c'est pour l'aspect politique, et pour la partie littérature maintenant, puisque vous avez écrit un livre sur le général de Castelnau. Quel est tout votre rapport avec le général de Castelnau? Alors, mon rapport avec le général de Castelnau, il est récent et un peu par hasard. Ma biographie de général de Castelnau, c'est mon 7e livre. Je fais partie de ces hommes politiques qui écrivent peu parce qu'ils écrivent eux-mêmes leurs livres. Je souhaitais écrire sur une grande personnalité militaire. Et en 2021, au camp de Mailly, pendant un embarquement au 1er régiment de chasseurs Conti-Cavalerie, je me retrouve le soir au bivouac à discuter avec un certain nombre de jeunes officiers, en tout cas jeunes par rapport à moi. Et il y a l'un d'entre eux qui était de la promotion Castelnau de Cire et qui me dit « Il y a de très bons livres, il y en a 2 en fait, sur le général de Castelnau, celui du général Gras et celui d'un de ses petits-fils, Benoît Chenu. Vraiment 2 très bons bouquins, mais ils me disent il manque un livre grand public. » Et comme le personnage que je connaissais un peu, c'est-à-dire qu'en fait, je connaissais son rôle à Verdun, le fait qu'il n'avait pas été maréchal probablement pour des raisons politiques, et puis le créateur de la FNC, la Fédération Nationale Catholique, mais j'en savais pas beaucoup plus. Et donc ça m'a décidé, je me suis plongé avec passion dans le sujet, et donc 2 ans de recherche, et puis 1 an d'écriture de ce livre, où effectivement je suis très heureux
qu'il ait trouvé son public, notamment dans les milieux militaires et l'armée de terre. Et le couronnement et le vrai plaisir, c'est que j'ai eu la chance d'avoir pour ce livre, le prix Erwan Bergot. D'ailleurs, du livre de Benoît Chenu, c'était le 4e maréchal. À chaque fois, dans les deux cas, on retrouve cette distinction de maréchal, alors que justement, il n'a jamais été maréchal. Oui, Castelnau a été un des grands généraux, des très grands généraux de la guerre de 14. D'abord, au début de la guerre, il était de ceux qui croyaient que le feu tue. Et donc la doctrine de l'offensive à outrance, qui était celle notamment du colonel de Grandmaison, futur général de Grandmaison, qui était en vigueur à l'époque, où on attaquait en pantalon rouge, sabre au clair devant les mitrailleuses allemandes, évidemment. C'était une tragédie. Il l'avait vu très très vite et dès septembre 14, pour la défense du Grand Couronné à Nancy, il fait s'enterrer ses hommes et il explique la guerre qui vient, ça sera d'abord une guerre de terrassiers. Il remporte la bataille de la Trouet-de-Charmes, qui est un très beau succès tactique en août 14, juste avant la... D'ailleurs, qui sauve un peu la bataille de la Marne. En tout cas, qui permet la bataille de la Marne, parce qu'il y avait le terme qu'il employait, c'était l'inquiétude devant la grande tenaille, c'est-à-dire l'aile marchande de von Kluck qui avançait vers Paris, et puis les armées du Kronprinz de Bavière en Lorraine, qui voulaient percer à travers la Trouet-de-Charmes et donc encercler l'armée française et la prendre en tenaille. Et en bloquant au moment de la Trouet-de-Charmes, ça a empêché le mouvement allemand sur le flanc est du corps de bataille français, donc ça a permis ensuite la victoire de la Marne. Et donc, si vous voulez, voilà, ça c'est très intéressant. Il continue sa carrière en étant le numéro 2 de Joffre, mais il avait un handicap, c'est que on l'appelait le capucin botté, le général de la jésuitière, et dans une troisième république qui sortait de la loi de séparation, qui sortait de l'affaire des fiches avec le général André, qui avait fait ficher tous les officiers catholiques avec 2 listes, Corinthe et Carthage. Corinthe qui étaient les officiers républicains à pousser, et Carthage les officiers qu'il fallait détruire. Et donc il a été poursuivi par cette réputation-là, et donc à 3 reprises, alors qu'il avait même été annoncé maréchal par la presse, il ne l'a jamais été, d'où le titre maréchal escamoté. Il y a eu 3 reprises où il a failli l'être, et si vous voulez, lorsque je dis ça, je ne retire rien au mérite ni de Foch, ni de Joffre, qui évidemment le mérite, mais en tout cas, il le méritait certainement autant qu'un Fayolle, qui a remporté de belles victoires, ou qu'un Franchet-Després. C'est pas le niveau de Foch, voilà, c'est ni Foch, mais vraiment, il l'aurait mérité, et ça a été pour des raisons politiques, idéologiques, voilà. Et ce qui est fascinant chez ce personnage, c'est que malgré ça, il n'y avait pas d'amertume. Il avait une expression que je trouve très belle, où il disait « Lorsque je paraîtrai devant Dieu, on ne me demandera pas combien j'ai d'étoiles aux manches, mais comment j'aurais élevé mes enfants. » Et c'est vrai qu'il avait une très nombreuse famille, 11 enfants, et il en a donné 3 à la France, puisqu'il a perdu 3 de ses fils pendant la guerre de 14, ce qui fait d'ailleurs que la promotion Castelnau de Saint-Cyr est la promotion générale et lieutenant de Castelnau, puisque son fils était Saint-Cyrien aussi. Elle porte la double dénomination. La double dénomination. D'accord. Effectivement, j'avais entendu qu'il avait perdu 3 de ses enfants à la France et qu'il avait fait preuve d'une très grande dignité dans ces moments-là, où comme il était encore général, il devait garder... Mais il a continué, et si vous voulez, quand il perd son premier fils, qui tombe sous ses ordres en plus, qui était officier de chasseur au moment de la bataille de la Trouet-de-Charmes, il dit « À partir d'aujourd'hui, je dois être à la hauteur de ma peine ». Ça n'est plus son fils, mais c'est son petit-fils, qui est tué parmi les premiers Français à traverser le Rhin pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1945, qui avait rejoint la Première Armée, donc l'armée de Lattre, et qui est tué en terre allemande en franchissant le Rhin. Vraiment une famille qui a donné nombre de saints enfants à la France. Et qui continue à en avoir dans les armées. D'ailleurs, vous avez de la famille, vous aussi, dans les armées? Oui, on a eu tous, on va dire tous les hommes de la famille ont été officiers. Voilà, pour moi, c'est une évidence. Je crois qu'il y a un lien très étroit entre l'exercice des responsabilités dans le monde civil et le commandement dans le monde militaire. Je pense que notre époque souffre beaucoup d'une culture du management où le tableur Excel et le PowerPoint remplacent le leadership et la responsabilité. Le chef, c'est celui
qui commande, c'est celui qui donne l'exemple, c'est celui qui s'assure que les ordres soient exécutés. Et il y a aussi une singularité du monde militaire qui est qu'on doit toujours être prêt à ce que son N-1 soit capable de vous remplacer si vous devez tomber. Et ça tire tout le monde vers le haut. Et donc je pense que la rencontre des deux, moi je sais que mon expérience militaire m'a servi dans ma vie civile. Quand je suis élu président de mon département, donc c'était 20 ans ou 25 ans après que j'ai fait mon service militaire, je me suis rappelé de mon pacha, de mon chasseur de mines, qui, me voyant arriver, officier d'état-major parisien, donc aide de camp, me dit avec beaucoup de sang-froid, Midship, je vous préviens, tout le monde vous déteste sur le bateau, donc il faut d'abord que vous montriez ce que vous voulez, et une semaine avec le chef machine, là vous verrez ce que c'est qu'un chasseur de mines. Et vous faites ça. Vous faites vos preuves en fait. Vous faites vos preuves et j'ai énormément appris et après ça s'est remarquablement bien passé. Et quand j'arrive comme président de département, j'avais un gros problème à la MDPH, c'est-à-dire la maison départementale des personnes handicapées, et au lieu de me contenter d'aller voir pourquoi ça répondait mal ou pas assez vite au téléphone, eh bien j'y vais et je passe une journée à répondre au téléphone et à me faire engueuler par Madame Michu. Eh bien, je peux vous dire, après, quand vous voulez modifier les choses, vous êtes entendu d'une manière totalement différente. J'imagine, vous avez mis les mains dans le cambouis, vous avez été sur le terrain, ça fait la différence. C'est la différence. Et ça, c'est vraiment les armées qui me l'ont appris. Excellent. J'allais justement vous demander si ce que vous avez appris aux armées vous a servi après dans votre carrière politique. Je pense que vous venez de répondre à la question. Oui, sur la responsabilité, le sens du commandement, c'est évident. Ça m'a aussi appris, parce que je me suis toujours intéressé aux questions de défense et aux questions stratégiques, et finalement voir beaucoup de sujets sous l'angle stratégique, qu'il s'agisse d'économie, qu'il s'agisse d'agriculture, qu'il s'agisse de tous ces sujets-là. C'était peut-être moins vrai à l'époque où on croyait aux illusions des dividendes de la paix. Aujourd'hui, on est revenu finalement, et c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la réalité, à l'état naturel de l'humanité, qui est un monde où la conflictualité est là, où la guerre est malheureusement possible. On fait tout évidemment pour l'éviter, et c'est pour ça qu'on doit se réarmer. Si vis pacem parabellum, on n'a jamais fait mieux. Et donc, lire tout sous le prisme stratégique, ça permet, je pense, d'avoir une vision d'ensemble où on évite la pensée en silo, où on évite d'être le technicien, technocrate d'un petit sujet, mais toujours se demander c'est quoi l'état final recherché pour raisonner et reprendre la bonne vieille méthode, méthode de raisonnement tactique. Quel est l'effet majeur qui me permet d'avoir l'état final recherché, et puis avec quand même ce qui marche bien dans toute administration, c'est un chef, une mission, des moyens. On n'a jamais fait aussi bien pour faire avancer un dossier. Parce qu'il y a bien une commission dans laquelle c'est avec le temps qu'on acquiert de l'épaisseur et de la densité, c'est la commission de la défense. Parce qu'il n'y a pas de livre pour ça, c'est vraiment être présent dans les unités, embarquer dans les régiments. Et quand je dis embarquer dans les régiments, c'est pas uniquement une journée à voir les ateliers et prendre du champagne dans la salle à manger du chef de corps, mais c'est 3 jours, 4 jours sur le terrain. Là, je revient de 4 jours de la manœuvre Orion en terrain libre avec Conti Cavalerie. Effectivement, c'est 4 jours dehors, sous la bâche, en treillis. Et je peux vous dire que là, vous comprenez beaucoup mieux les choses que simplement en lisant des rapports ou en faisant des auditions publiques. En tout cas, les deux, ou privées d'ailleurs, les deux s'enrichissent mutuellement. Oui, je me souviens de cette anecdote pendant la Seconde Guerre mondiale où un général allemand demandait à manger exactement ce que mangeaient ses hommes, ne serait-ce que pour savoir s'ils étaient encore suffisamment en forme pour continuer la manœuvre. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'ils vous ont fait goûter des rations de combat ? De toute façon, là-bas, quand vous êtes sur le terrain, pendant 4 jours, c'est des rations de combat. Donc oui, bien sûr. Ou quand même, dans ce domaine-là, je pense que par rapport à d'autres pays, on peut être assez satisfait de nos rations de combat par rapport à ce que font d'autres pays. La seule chose qui manque, je trouve, dans la ration de combat, c'est de pas avoir de pain frais et le petit biscuit. Ça, c'est très français. Ça, c'est très français. J'assume mon côté un tantinet franchouillard. La baguette, ça manque. Le reste, franchement, c'est très correct. C'est vrai que déjà, c'est des chefs étoilés qui font les menus. Et j'avais vu cette anecdote qu'en Afghanistan, une ration française s'échangeait contre 3 voire 4 rations américaines, tellement elles étaient... Et c'était très coté dans les FOB, absolument, dans les FOB en Afghanistan. Je reviens à ce que vous dites sur votre parcours militaire.
militaire, il y avait une phrase que je répétais souvent à l'armée, c'est « tout le monde n'est pas fait pour être militaire, là-dessus aucun souci, par contre tout le monde devrait avoir fait l'armée au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce pour ce que ça vous apprend de vous-même et ce que ça vous apprend aussi dans la vie ». Je pense que vous confirmerez cette phrase. Je vais un tout petit peu nuancer. Je pense que le service militaire parce que indirectement c'est ça ce que sous-entend votre propos. Aujourd'hui, en termes militaires et opérationnels, on n'a pas besoin d'avoir des cohortes de 350 000 jeunes qui en fait seraient 700 000 parce que plus personne dans la société d'aujourd'hui envisage de ne pas le demander aux jeunes gens et aux jeunes filles. Donc 750 000 jeunes, ça ferait une cohorte totale. On ne sait pas les employer, les gérer, en tout cas le format de l'armée ne le permet pas et l'efficacité opérationnelle, on serait finalement assez réduite. Je pense que le format du service militaire volontaire tel qu'il est lancé aujourd'hui a vraiment du sens parce que ça répond à la volonté d'avoir un modèle hybride avec des appelés volontaires, qui ne sont pas des appelés d'ailleurs, des volontaires du service national, des réservistes et puis évidemment l'actif. En revanche, je pense que ceux qui prétendent exercer des responsabilités, en tout cas dans le service public, devraient continuer à faire ce qu'on faisait dans ma génération, c'est-à-dire que quand vous entriez à l'ENA, vous étiez aspirant pendant un an. Et je pense qu'au moins l'INSP, les IRA, c'est-à-dire la haute fonction publique territoriale, sans doute l'école supérieure de la magistrature, ce serait extrêmement utile qu'il fasse un vrai service militaire comme aspirant. Je sais qu'en disant ça, je ne me ferai pas que des amis, y compris dans les armées, parce que certains chefs de corps préfèrent avoir des gens qui ont forcément bon esprit. Une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est quand même une école extraordinaire. C'est une école extraordinaire. C'est très joliment dit. Dérive un tout petit peu, je me souviens qu'il y avait une série américaine, alors je crois que c'est Starship Troopers, mais corrigez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe, qui était sur un univers de science-fiction, où justement dans cet univers... Je ne l'ai pas vu. Alors, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'avais lu cette analyse, où il disait que pour avoir le droit de vote, donc là c'est un peu extrême, mais pour avoir le droit de vote, il fallait être passé par l'armée, parce que quand vous aviez défendu la cité, vous avez prouvé votre droit à prendre la parole dans la cité, à avoir votre avis dans la cité. Bon, c'est un peu extrême, évidemment, on en est loin, mais juste cette idée de rapport entre je prétends avoir des fonctions dans la cité, je dois les mériter avant, des notions de droit et de devoir. Non, mais je partage. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe surtout, c'est dans les armées le sens de la mission. On a toujours en tête quel est, ce que je disais sur la méthode, quel est l'objectif à atteindre. Je suis frappé dans l'administration civile, souvent des fonctionnaires qui font très bien leur travail, je ne leur jette pas la pierre, mais sont focalisés sur leur petite spécialité et ne se posent pas la question de l'ensemble. Et vous voyez ce que le chef d'état-major de l'armée de terre dit très justement dans son dernier livre sur le commandement par intention et la nécessité de faire comprendre à tous les subordonnés quelle est l'idée de manœuvre générale et quelle est l'idée à atteindre sans forcément donner tous les détails. Ça, l'armée, je trouve, le transmet très bien. C'est vraiment avoir ce commandement où l'esprit l'emporte sur la lettre. Après, il faut être prudent là-dessus parce que ça ne doit pas non plus tourner au n'importe quoi. Le commandement par intention avait été théorisé par la Kriegsakademie prussienne avec l'Auftragstaktik, c'est-à-dire qui était finalement quasiment la traduction de tactique par la mission qui se rapproche du commandement par intention. Et ça aboutit au dérapage de von Kluck qui a permis, tant mieux pour la France, mais la victoire de la Marne, qui est que normalement, il devait contourner Paris et qu'il a cru qu'il pouvait s'affranchir des instructions générales et que donc il a prêté son flanc droit à la contre-offensive française et ça a été l'offensive Gallieni, ce qui a permis la Marne. Donc bien sûr que c'est bien, mais voilà, il faut trouver Il y a un juste milieu à trouver entre laisser suffisamment d'initiative à vos subordonnés pour que si jamais vous n'êtes pas là à leur donner chaque ordre, chaque mission, ils puissent le faire par eux-mêmes. C'est justement le problème dans l'armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a vraiment un art français de la guerre. Et si vous voulez, certaines dispositions de culture américaine, on va dire, est encore présent dans une partie de la manœuvre otanienne. C'est vraiment un degré de précision dans les ordres qui parfois peuvent manquer de souplesse. Et je crois que c'est à pousser. On connaît tous ce fameux dicton, la première victime à la guerre, c'est le plan. Donc si vous faites un plan strictement élaboré, etc., et qu'au bout de 10 secondes, tout est à refaire, vous devez compter sur... Mais c'est parce que vous aurez un plan que vous pourrez adapter le plan.
Donc De il fait, faut de aussi fait, un plan. On est assez loin de la littérature. On va y revenir justement. ouais. Donc, vous m'avez dit que vous avez écrit 7 livres, alors si vous pouvez les évoquer. Oui, alors, sur un soldat en tant que tel, il y en a eu 2. Donc il y a le Mhm. dernier sur Castelnau, une biographie du colonel von Stauffenberg, qui a Ça compte tenté Hitler. d'assassiner Hitler, le coup d'État du 20 juillet, qui m'intéressait énormément parce que c'est le basculement éthique et moral d'un officier de tradition prussien qui est, enfin pas, non, lui n'était pas prussien, c'était une famille catholique du Bade-Württemberg, mais en tout cas cette tradition de l'officier allemand, et qui par une insurrection de la conscience rentre en résistance jusqu'à aller au tyrannicide. Et puisque vous parlez de littérature, ce qui est fascinant dans le destin de Stauffenberg, c'est que carrière d'officier extrêmement classique, mais passionné d'architecture et de littérature dans sa jeunesse et qui appartenait au cercle du poète symboliste Stefan Georg, qui avait été le traducteur de Mallarmé en allemand, et il y avait un groupe de jeunes très attirés par la poésie qui s'appelait l'Allemagne secrète et qui cultivait une certaine nostalgie d'une Allemagne chevaleresque dont évidemment le nazisme a été la pure négation. Mais il y a dans la résistance de Stauffenberg au nazisme 2 facteurs clés. C'est à la fois cette richesse culturelle de la culture allemande et aussi la dimension chrétienne extrêmement forte. C'était vraiment les 2 piliers de sa résistance. Mais donc le rapport à la littérature existe réellement. Et pour comprendre ce qui s'est passé en Allemagne, il y a un 3e livre qu'il faut absolument lire, qui est le livre de Ernst von Salomon, Les Réprouvés, qui raconte en fait le retour des Allemands vaincus de 1918, l'engagement dans les corps francs. C'est un auteur d'extrême droite, la question ne se pose pas, mais le roman est absolument passionnant parce que vous voyez le culte de la violence résultant des horreurs des tranchées de ce que ces gens ont vécu. Vous avez une phrase qui, moi, m'a toujours frappé pour comprendre une partie de la tragédie du Troisième Reich, c'est « La guerre est finie, les guerriers marchent toujours ». Et vraiment, il utilise cette phrase pour raconter une marche de corps francs qui allait écraser les spartakistes à Berlin. Et vous voyez un culte de la guerre dépourvu de l'éthos de la guerre. C'est magnifique et très intéressant pour comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai que cette brutalisation des sociétés européennes qui a la Première Guerre mondiale, la littérature permet de le comprendre, elle permet vraiment de s'en approcher. Et parmi vos autres livres que vous avez écrits, parce que 7... Donc oui, donc ça c'était sur les 2 personnalités militaires. Autrement, j'ai commencé par une biographie de François Ferdinand, assassiné à Sarajevo, parce que personnage très attachant, destin brisé, et surtout qui avait eu une réflexion très poussée sur l'architecture de l'Autriche-Hongrie, une mosaïque de peuples, et comment respecter à la fois l'unité de l'Autriche et en même temps la singularité culturelle de toutes ses composants. Donc il y avait un débat pré-européen, je dirais, parce que finalement l'Autriche-Hongrie c'est une Europe en miniature. Le deuxième, un personnage qui me fascinait et dont j'ai eu la chance de rencontrer des parlementaires britanniques qui l'avaient servi, qui est Margaret Thatcher. J'ai fait la première grande biographie en langue française de Margaret Thatcher. Ensuite, donc, Stauffenberg. Après, j'ai fait ce qui n'était pas un livre, mais une traduction des souvenirs de Christian von Gersdorf, un des camarades de Stauffenberg dans le complot du 20 juillet. Histoire assez amusante. Après la publication de mon Stauffenberg, la fille de ce Gersdorf, qui est un des rares survivants du 20 juillet, qui était une dame de 80 ans, qui avait lu mon livre et me dit « J'aimerais bien céder les droits du livre de mon père à une maison d'édition française, je le cède à la vôtre, mais je veux que ce soit vous qui fassiez la traduction et la préface parce que vous aviez compris l'esprit de cette résistance allemande. » Donc ça, je suis pas du tout traducteur, je parle allemand, mais entre parler allemand et traduire un livre, il y avait une petite marge. Après, j'ai fait un essai avec notre ambassadeur de France à Berlin, Bernard de Montferrand, France-Allemagne, l'heure de vérité, comparant les 2 modèles. J'ai fait en 2018 un bouquin sur De Gaulle, le dernier réformateur économique. Parce que si vous voulez, on connaît le De Gaulle de la résistance, on connaît le De Gaulle de la Constitution, on connaît le De Gaulle des grandes aventures de la geste française, mais on oublie
que finalement la dernière très grande réforme économique française, ça a été les réformes faites en 1958-59 avec Rueff, le plan Pinay-Rueff, et qui avait vraiment libéralisé l'économie française avec les deux volets, à la fois assainissement des finances publiques, levée d'un certain nombre de freins à la croissance, et choix aussi, ce qui évite beaucoup de contresens sur De Gaulle, choix de respecter, sans jouer les clauses de sauvegarde, l'adhésion à la communauté européenne et respect du traité de Rome en disant la concurrence va permettre à notre économie de nous adapter. Alors c'est très intéressant, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'avais entendu une phrase de Charles Pasqua, qui était un des barons du gaullisme, qui, pour résumer la pensée économique de De Gaulle, disait que voilà, il faut du libéralisme parce que c'est le moteur de l'économie, il faut de la liberté individuelle, mais nous sommes en France, rien de grand ne s'est fait sans l'État. Et j'avais cru comprendre que justement cette pensée gaulliste, et vous m'arrêterez encore une fois si je me trompe, est un peu le juste milieu entre cette présence de l'État et cette libéralisation de l'économie. Oui, tout est question de savoir où on met le curseur, si vous voulez. Là, quand même, le point de départ des 30 Glorieuses, ça a vraiment été l'inspiration libérale de Jacques Rueff, qui avait été l'un des grands penseurs de ce qui allait devenir l'ordolibéralisme et l'économie sociale de marché en Allemagne. C'était un proche, par exemple, de Manfred Röpke. Si vous voulez, c'est lui qui, clairement, avec les ordonnances de 59, a déverrouillé le pays. Après, vous savez, en France, l'État a toujours été, mais c'est l'héritage de Colbert. Voilà. L'État a toujours été très présent, et quand je parle sur la BITD française, l'expression n'est pas de moi, elle est de l'amiral Vendier, mais je la reprends largement d'un colbertisme 3.0, c'est-à-dire d'utiliser un certain nombre de leviers de l'État pour être capable d'être au premier rang, notamment la New Defense et les technologies clés, comme je pense à l'IA ou au quantique. C'était aussi une autre époque. Enfin, on peut pas faire des comparaisons. Faire parler De Gaulle. Je crois que les grandes idées fortes de Gaulle, c'est évidemment la passion française. Je me suis toujours fait une certaine idée de la France. C'est le pragmatisme. Ce qui est frappant chez De Gaulle, notamment dans l'économie, on ne peut pas dire qu'il était libéral, on ne peut pas dire qu'il était étatiste. Il y a des endroits où le libéralisme s'imposait, des endroits où l'étatisme s'imposait. Par contre, et ça, on en aurait besoin dans notre époque, il avait une expression fétiche, tout se tient. C'est-à-dire l'impératif de la cohérence. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas d'un côté vouloir avoir la souveraineté alimentaire dont on a absolument besoin, et de l'autre mettre des règles impossibles qui vous empêchent d'ouvrir des poulaillers. Et chacun est dans son couloir, donc donc les deux sont contradictoires. Il y avait chez De Gaulle une volonté d'éviter, en tout cas dans l'économie, les contradictions. Et cet impératif de cohérence, je crois que c'est vraiment la grande leçon qu'on peut en retirer. Je vois que vous avez un tropisme pour la culture allemande, a priori, ce qui d'ailleurs me convient tout à fait. Pour moi, l'Allemagne, c'est ce pays das Land die Dichter und Denker, le pays des poètes et des philosophes. Et c'est terrible d'ailleurs qu'il y ait eu cette image de la Seconde Guerre mondiale qui a cassé l'image de ce pays de haute culture, dont je suis profondément triste. D'où vient ce tropisme pour la culture allemande ? Je nuancerai mon tropisme. Je vous dirais que j'ai un tropisme vers l'Autriche-Hongrie. Parce que je suis vraiment fasciné par cette richesse culturelle de la Vienne fin de siècle. J'ai fait 2 fois des stages à l'ambassade de France à Vienne. Excellent. Et avec toujours ce côté très autrichien disant la situation est désespérée mais elle n'est pas sérieuse. Moi j'ai vraiment un tropisme autrichien, ça c'est vrai, j'aime beaucoup ce pays. En tant que Lorrain, qui est la maison de Lorraine. La maison de Lorraine qui vient d'Habsbourg. Et j'ai eu la chance de faire la dernière interview télévisée en langue française de l'archiduc Otto de Habsbourg, que nous avions fait pour la chaîne KTO, et donc la dernière interview d'Otto quelques mois avant sa mort. Je parle allemand, c'est quand même une très belle langue, donc oui, j'ai pas de tropisme germanophile, mais j'ai un grand intérêt pour la culture allemande, bien sûr, qui est une des grandes cultures européennes. Ce qui d'ailleurs pose une question fondamentale. Comment autant de génie et autant de talent peut conduire à autant de barbarie. Enfin, comment cette grande civilisation a pu aboutir à ce qu'on connaît. C'est une interrogation vertigineuse. C'est du Paul Valéry, nous affirmons que les civilisations sont mortelles. Exactement. On est en plein dedans. Vous parliez justement
Voilà, dans l'Empire d'Autriche, quand on pense à Sadowa, là c'est quelque part c'est une contradiction de Tolstoï en disant que voilà, les grands hommes ne comptent pas. En fait, à Sadowa, le sort de l'Allemagne aurait pu être tout aussi bien autrichien que prussien, et le visage complet de l'Allemagne aurait été complètement changé entre le militarisme prussien et cette légèreté viennoise. Je me méfie toujours des uchronies, mais il est évident que je pense que, enfin ça n'a pas vraiment de sens, mais qu'une victoire autrichienne à Sadowa aurait changé la face de l'Europe, bien sûr, et on se serait sans doute épargné 1870. En littérature, ça aurait été une uchronie extrêmement intéressante. Je sais que l'une des uchronies les plus célèbres, c'est si les Allemands avaient gagné la guerre. On aurait pu faire si les Allemands avaient perdu à Sadowa. Exactement. Qu'est-ce qu'aurait été... Allez, il y a peut-être un livre à écrire pour vous. C'est un jeu intellectuellement très, très stimulant. Pour terminer, on va parler un peu de votre bibliothèque idéale en tant que député. En haut, quand même, de tout, je mettrais Maurice Genevoix, Ceux de 14, où c'est à la fois un magnifique hommage à Ceux de 14, à la mobilisation de tout un peuple avec une humanité assortie d'une qualité d'écriture, d'un patriotisme solide mais pas bavard. C'est joli comme mot. Patriotisme solide mais pas bavard. Ouais. Très très beau. Et vous savez, à propos de patriotisme solide mais pas bavard, moi je retiens une citation des Croix de bois de Roland d'Orgelès, où vous avez un jeune aspirant qui est envoyé pour commander sa section et qui commence à faire un discours patriotique au poilu contre 2 ans de guerre derrière. Et il y a un sous-officier, je sais plus, je crois un adjudant, qui lance « Ferme ta gueule, Bleuzaille et commande ». Mais écoutez, monsieur le député, je crois que nous pourrons finir cette interview sur cette belle phrase. Merci encore de nous avoir reçus ici à l'Assemblée nationale. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous connaissez la petite musique. Je vous mettrai le lien des livres évoqués en description. Merci beaucoup à vous pour cette interview. Merci à vous, c'était un plaisir.